Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des pistolets japonais. On va changer un petit peu des formats habituels où d'habitude j'aurais fait une vidéo pour une arme et là on va balayer un petit peu tous les pistolets japonais et pour l'occasion je suis accompagné de Laurent qui dispose d'une très belle collection d'armes japonaises. Écoute Laurent, est-ce que tu peux nous parler des pistolets, enfin des armes de poing japonaises et leur histoire et les débuts jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Alors, quand on parle d'armes de poing japonaises, on a tout de suite envie de penser au Nambu. Oui. Voilà, c'est le nom qui revient. On a les Arisaka d'un côté pour les armes longues, le Nambu pour les armes de poing. Alors le Nambu, qu'est-ce que c'est? C'est pas un pistolet, c'est vraiment toute une famille, toute une lignée, un petit peu comme les Arisaka pour les armes longues. Toutes les armes qui sont sur la table ici ne sont techniquement pas des Nambu puisque les revolvers sont antérieurs et n'ont pas été conçus par Kijiro Nambu. On va y revenir un peu plus tard. D'ailleurs, tous les modèles ne sont pas représentés ici puisqu'il va en manquer un ou deux. Mais globalement, on a eu plusieurs générations d'armes de poing. Les premières sont des revolvers, donc les revolvers type 26. On en voit deux ici, qui ont été conçus en 1893, donc fin du 19e siècle, qui est une synthèse de ce qui pouvait se faire dans différentes autres nations à l'époque. Donc on est en poudre sans fumée quand même. On est en poudre sans fumée. On est quand même en poudre sans fumée, oui. Bon, c'est un 6 coups, tout ce qui est plus classique. Ouais, si ce n'est qu'il est en double action uniquement. Oui, c'est vrai. Puisque le chien le chien n'a pas d'accro. Ça, c'est un peu particulier, ouais. Bon, c'est un revolver qui tire une munition de 9 mm qui lui est spécifique, qui a quand même une vélocité qui est plutôt faible. Donc on est sur un pouvoir d'arrêt quand même assez limité. Le revolver est petit, je trouve. Enfin, par rapport à... Ouais, mais les Japonais avaient des petites mains. C'est vrai. Et ça se voit en fait, la taille, la longueur de la poignée est vraiment petite en fait. C'est assez. C'est vrai que alors on n'a pas d'autres revolvers contemporains pour les mettre en comparaison au niveau de la taille, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt compact. Moi qui ai des petites mains, ça me va bien. Je pense au Webley anglais qui est quand même assez mastoc. Oui, comparé à ça, c'est vrai que là c'est petit. Petit, mais en même temps compact. Transportable facilement, parce que du coup c'était que les militaires qui avaient les militaires japonais qui avaient ce revolver. C'était vraiment l'arme de poing, la première arme de poing conçue par le Japon. Donc un concept qui date de la 26e année de l'ère Meiji, donc 1893. C'est une arme qui est restée en production jusqu'au début des années 20. D'accord. La production aura été stoppée. Alors on ne sait pas exactement si c'est, même si on s'en doute, à cause du grand séisme qui avait touché la région de Tokyo en 1923 et qui a grandement endommagé l'arsenal de Tokyo qui à l'époque était le seul établissement qui produisait ce genre d'armes. On sait que la production aura repris quelques années après pour juste une très courte série d'à peu près 300 exemplaires. D'accord. Qui sont une variante à part entière que je n'ai pas. Donc là, on est vraiment sur des productions standards, de milieu de production. C'est une arme qui a été produite à environ 60 000 exemplaires. Ah oui. Donc sur une seule salve, je dirais, de numéro de série, on démarre au numéro 1 et on continue. Donc voilà, on est dans les 38 000 et celui-ci dans les 45 000. Donc on est plutôt dans la deuxième partie dans la deuxième moitié de production. Ok. Voilà, donc on constate un bronzage sur l'intégralité de l'arme avec des pièces bleues électriques, donc notamment le chien. Je suis pas sûr qu'on le voit vraiment là sur la vidéo, mais le chien et la queue de détente. Il y a un démontage quand même aussi du cadre qui se fait. Ça me fait penser forcément au revolver 1892 français, mais il n'y a pas de vis. C'est un système qui se déclipe en fait. Au niveau du pontet, on joue sur la torsion du pontet tout simplement. On a une zone qui est un petit peu crantée. Oui, pour le grip, pour la gripper, qui nous permet d'ouvrir la plaque du côté gauche
C'est pas difficile, mais je n'y arrive pas. Voilà, on y est. Et donc on a une vue sur l'intégralité du mécanisme interne. Voilà, pour le nettoyage classique, quoi. Et ces armes-là, du coup, c'était plus les armes de poing japonaises, d'une manière générale, c'était pour les officiers ou les hommes de troupe qui pouvaient en avoir? On a souvent tendance à à entendre que les officiers japonais devaient acheter leurs propres armes. Alors oui, c'est vrai pour les hauts gradés. Maintenant, tout ce qui était mitrailleur ou tous les soldats voilà, qui avaient justement besoin d'une arme secondaire, c'est cette arme-là qui leur était confiée. Ils ne l'achetaient pas nécessairement, une arme réglementaire. Mais il n'empêche que des officiers ou sous-officiers pouvaient être équipés d'armes européennes ou même américaines, d'armes civiles. Hein. C'est pour ça qu'on peut trouver du C-96, du Browning sur... du Luger quand même, non? Alors, du Luger, on suppose qu'il y en a quand même qui ont été récupérés via les Indes néerlandaises. Ah oui. Mais non, c'est pas ce qu'on trouve le plus souvent sur les officiers japonais. Okay. Voilà. Mais bon, là, on est vraiment sur la première arme. À l'époque, hein, quand cette arme a été conçue, l'armée japonaise est quand même assez restreinte. Le Japon commence à s'ouvrir au monde. C'est vraiment au début du XXe siècle que l'armée japonaise a vraiment commencé à s'ouvrir. C'est une armée nouvelle à ce moment-là, quoi. Oui. Et c'est pas pour rien que à ce moment-là, assez rapidement, vont apparaître les prochaines armes de poing qu'on va voir tout de suite. Alors après avoir abordé les revolvers type 26, il y a deux armes que tu n'as pas mais qui sont extrêmement rares, il me semble, qui sont donc ce qu'on appelle les grands pas et les papas. Voilà. Au tout début du XXe siècle, Kijiro Nambu, qui donnera son nom donc à cette lignée de pistolets, conçoit la première arme de poing semi-automatique japonaise. Cette première arme, donc on va appeler le pistolet Nambu, c'est le type A. On n'a pas tendance à le nommer, nous collectionneurs, sous cette appellation-là. On le connaît plutôt sur le surnom que les Américains après-guerre lui ont donné, qui est le Grand Pas. C'est un pistolet que je n'ai malheureusement pas, mais j'ai sa version réduite, puisque en parallèle de la version de base en calibre 8 mm Nambu, Kijiro Nambu a conçu le pistolet type B, qu'on connaît sous le nom de Baby Nambu. Donc on voit ici qui est une version miniature de poche qui tire un calibre un peu plus petit, le 7 mm Nambu. C'est d'ailleurs la seule arme à utiliser ce calibre-là. C'est un calibre qui est très très rare. Le pistolet en lui-même n'est pas courant non plus. Donc on peut constater que la finition par contre est vraiment... elle est magnifique. Hein. Vraiment rien à envier sur les belles armes allemandes, européennes. Ah non, pas du tout. J'espère qu'on le verra bien à l'écran parce que vraiment elle est... le bronzage est superbe. Je dirais pas que l'arme est neuve, mais honnêtement, le logo sur le tonnerre, etc., le marquage du fabricant d'ailleurs, est vraiment superbe. Ça, c'est la version de poche, la version Baby Nambu, qui est une version qui était quand même très très chère, très très coûteuse à l'achat. Le Baby Nambu n'a jamais été adopté officiellement par l'armée. Donc les officiers ou sous-officiers pouvaient le posséder, mais là il s'agissait d'un achat, privé. C'est une arme qui coûtait très très cher pour le salaire de l'officier japonais, donc c'est aussi ce qui fait sa rareté. L'arme était tellement chère que les officiers préféraient acheter des armes qui venaient de l'étranger, mais qui étaient 3 à 4 fois moins chères malgré tout que cette arme. Tant la finition était quand même poussée, ça faisait quand même grimper la cote. Pour ce qui est de la version standard, donc le Grand Pas, c'est un modèle qui était équipé d'une crosse, d'un étui crosse un peu comme le C-96, une crosse en bois, dans laquelle pouvait se ranger l'arme en position de transport, son deuxième chargeur également, et ses outils de nettoyage. Donc on avait vraiment une crosse, un étui complet dans une crosse en bois qui était télescopique, donc on pouvait également la rallonger pour allonger un petit peu la crosse lors du tir. Le Grand Pas, il a été produit à environ 2000 exemplaires. Il a subi quelques modifications qui ont amené au modèle Papa, qui est, on fait toute la famille, qui est quand même beaucoup plus courant, plus courant que le Grand Pas, qui a dépassé les 10 000 exemplaires.
Ouais, donc ça reste quand même très rare. Visuellement, ça ressemble au grand pas, ça ressemble à celui-ci, mais en plus grand quand même. Le Papa Nambu n'a plus d'étui cross, il n'y a plus la fixation, donc on est vraiment sur un pistolet beaucoup plus basique. Les simplifications sont assez légères entre le grand pas et le Papa, c'est vraiment du détail. À noter que ces deux armes sont équipées d'une hausse réglable, un petit peu comme les P08 artillerie, les P08, tout à fait. Ou le C96 voilà, aussi. chose que le Baby n'a pas. Ouais. Le Baby, lui, je le précise, a été produit à 6500 exemplaires. Il a été produit jusqu'à la fin des années 1920, alors que le Papa a stoppé au cours des années 20. Il aura été remplacé par le Type 14, qu'on verra par la suite. Ok, mais au final, cette famille-là, ce sont les premiers pistolets semi-automatiques japonais, quoi. Voilà, donc dont la conception date de 1902. Je sais plus si je l'ai dit, je le reprécise au cas où. Ce sont avec les revolvers, parce qu'ils n'ont pas vraiment remplacé les revolvers. Le Papa a surtout été adopté par la marine. On les retrouve assez régulièrement avec des encres de marine en guise de poinçon. L'armée, quand même, s'est surtout contentée de conserver le revolver Type 26. Tandis que la marine a surtout utilisé le Papa, jusqu'à l'arrivée du Type 14, qui sera vraiment généralisé dans toute l'armée. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une pédale de sécurité. Ouais, tout à fait. D'habitude, c'est vrai qu'on les voit plutôt à l'arrière, mais les Japonais ont décidé de les mettre à l'avant. Mais ça, c'est pas moins gênant, ou après, est-ce que c'est mieux ou pas, je sais pas, mais ouais, c'est à peu près pareil, je trouve, quoi. Enfin, mais c'est absolument pas gênant. Alors après la famille des pistolets semi-auto civils, on passe au suivant, c'est-à-dire le Type 14, le pistolet, je dirais le plus connu et le plus emblématique des pistolets japonais de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Le plus emblématique, le plus représentatif aussi, c'est le modèle qui a été fabriqué par le Japon en plus grand nombre. On parle d'un peu plus de 280 000 exemplaires, ce qui est quand même faible. Si on regarde ce qui a été fait dans les autres armées, on s'aperçoit que 280 000, c'est quand même, c'est quand même assez faible. Donc il a été produit à partir de fin 1926. C'est un concept qui date de 1925, donc 14e année de l'ère Taisho, d'où l'appellation Type 14. Qui a été produit donc à partir de 1926 jusqu'à 1945, jusqu'aux dernières heures de la Seconde Guerre mondiale. Il a subi quelques modifications tout au long de sa production. Les plus notables et les plus connues sont dans un premier lieu le pontet, qui au départ est parfaitement rond et qui entre 1939 et 1940 sera remplacé par un modèle plus large. On dit que c'est pour permettre aux soldats de tirer, d'utiliser l'arme tout en portant des gants. Ouais. Donc voilà une des leçons tirées de la campagne de Mandchourie. Mais c'est vraiment ça ou c'est oui, a priori c'est vraiment ça. Ouais. Ok. Ouais. Je sais pas si ça a été reporté dans les documents officiels, mais D'accord. On est à peu près certain que c'est ça. Dans le même temps, il y a une sécurité chargeur qui a été, une lame qui permet d'éviter que le chargeur ne chute accidentellement. C'est des soucis qui avaient été reportés sur les premiers exemplaires. Mais bon, dans les faits, je suis pas certain que ce soit quelque chose de vraiment très utile. Très utile. Ouais. Voilà. Bon, bien entendu, tout au long du conflit, la qualité de fabrication va chuter, pas tant sur l'aspect mécanique, mais vraiment sur l'aspect extérieur, sur l'aspect esthétique. Les premiers Type 14 sont quand même très beaux. On n'est pas loin de la finition d'un Baby Nambu. On est vraiment sur un usinage très lisse, un très joli bronzage, avec des pièces bleues électriques, des pièces jaunes, très très jolies. Mais on tend au fur et à mesure vers un bronzage intégral, vers une qualité de finition quand même assez bâclée. Ouais. Là, on est sur un exemplaire de fin 1944. On voit à l'œil quand on a dans les mains que les traces d'usinage sont bien marquées.
Voilà. Parmi les modifications également, on notera la noix de culasse qui est du dernier type, une noix circulaire, voilà, qui est un petit peu simplifiée par rapport à la version d'origine. Et du coup, c'est donc quel calibre pour quelle capacité? Alors le 8 mm Nambu, c'est un étui bouteille. Ouais. C'est un étui, c'est une munition qui est pas très puissante. C'est un des reproches en tout cas qu'on va lui faire, notamment lorsqu'elle sera utilisée sur les pistolets mitrailleurs type 100. C'est pas la meilleure munition pour une arme de poing, mais bon, ça faisait quand même l'affaire hein, sur un pistolet. Et alors du coup là, en termes de manipulation, c'est juste que pour que vous compreniez, mais pour armer, donc on met un chargeur plein, mais c'est bien ici qu'on va tirer en fait la culasse. Je vais pas le faire hein, là. On est sur un fonctionnement interne qui est assez similaire au C96. On a souvent tendance à dire que le Nambu, enfin que le Type 14 est le P08 ou le Luger japonais dans la forme, à cause de la forme, mais mécaniquement on est plus proche du C96. Ouais. On est d'ailleurs, comment dire, Kijiro Nambu, quand il a conçu ses premiers prototypes, il a clairement au départ copié un C96 et vraiment le premier prototype du type A qu'on a vu tout à l'heure était une arme avec qui s'alimentait par lame chargeur exactement sur le dessus comme un C96 sur le dessus. D'ailleurs l'étui cross c'est également une inspiration du C96 sans aucun doute. Voilà. Après, c'est vrai que la manipulation, je trouve, est pas la plus aisée, en fait. Ok, il y a des stries là pour le grip, mais je m'imagine que dans le combat ou ça devrait pas être très pratique, quoi. L'appréhension se fait mieux sur une noix de culasse du premier modèle, qui s'agrippe plus facilement. C'est vrai. Parce que même là, même sur le Baby, bon, c'est pas à plat, quoi. Il y a comment dire, on peut pincer, il y a vraiment ces c'est ça, on peut pincer, alors que là, je trouve que c'est un peu plus délicat sur ce modèle-là en tout cas, c'est vrai. Qui est un petit peu plus tardif du coup. Ok, et on passe sur du coup le type 94, qui a dont la réputation n'est plus à faire. Alors le type 94, tantôt on dit que c'est la pire arme de poing, tantôt on dit que c'est la plus moche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que globalement, les armes japonaises ont un design assez particulier. Ouais. Alors c'est vrai que le 94, autant je trouve qu'on peut vraiment trouver un charme au type 14. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, oui, c'est vrai. Bon. Mais le type 94, on est quand même sur une silhouette qui est très particulière. Mais on s'y fait. En fait, il faut avoir des petites mains. Là, par contre, on voit qu'on a vraiment une poignée qui est très courte. Là où il y avait un vrai effort sur le type 14, je dirais que là c'est normal, mais par contre, effectivement, ici ça se rétrécit quand même beaucoup. Alors, le pistolet type 94, c'est une arme qui a été conçue en 1934. Donc là, dans l'appellation type 94, c'est la même logique que pour les fusils type 99. On est sur l'année impériale 2594 du calendrier japonais. Par contre, ne demande pas l'année exacte parce que là. Donc c'est une arme conçue en 1934, qui a été conçue non pas pour remplacer vraiment le pistolet type 14, mais pour équiper les tankistes, les parachutistes, tous les soldats qui avaient besoin d'une arme peu encombrante. C'était un des petits défauts du type 14. On est quand même sur une arme avec une poignée assez allongée, un canon assez allongé, et des holsters, des étuis jambon qui sont quand même assez volumineux. Donc pour équiper certaines troupes, Kijiro Nambu a conçu une arme moins volumineuse, plus compacte, plus réussie. Je suis pas certain. D'un esthétisme particulier, plutôt douteux. C'est Bah oui, c'est ce qu'on disait, la réputation du type 94 et la réputation est mauvaise, tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue mécanique. Voilà. Alors, les premières productions étaient quand même soignées. Bon, la silhouette restait la même, on restait sur une silhouette
assez spécial, mais on avait une belle qualité de fabrication. Là encore, c'est quelque chose qui va décliner sensiblement à l'approche des derniers mois du conflit. Ça reste une arme qui est fonctionnelle, qui est fiable, d'une précision, je dirais, suffisante pour une arme de défense, une arme de poing. Ouais. On est quand même sur une précision inférieure à celle du type 14, qui est assez réputée pour ses tirs précis. Maintenant, ce qui fait débat sur le type 94, c'est sa capacité à pouvoir faire feu sans utiliser la détente. Donc on va illustrer les propos. La gâchette de l'arme en fait est accessible depuis l'extérieur. Et quand on appuie dessus, assez fortement quand même, on peut déclencher la mise à feu. Bon, dans les faits, il faut quand même vraiment le faire exprès. Il faut vraiment appuyer sur une zone qui est assez restreinte et appuyer assez fort. Et dès lors qu'on enclenche la sûreté, il n'y a plus de risque. Ouais. Donc, a priori, une arme est censée rester en sûreté lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc, Mais alors, du coup, les récits où on entend parler que des soldats japonais se rendaient aux Américains en étant comme ça, et au dernier moment, ils tiraient. Est-ce que c'est avéré, ça, cette histoire ou... On n'a absolument aucun témoignage ni aucune trace écrite qui atteste de cette utilisation. Dans tous les cas, c'est certain que l'arme n'a pas été conçue dans ce but-là, puisqu'au début des années 30, le Japon n'est pas en guerre contre les États-Unis. Le Japon, est en Chine, mais il n'y a pas eu d'usage détourné. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de récit. Non, simplement, Kijiro Nambu a voulu garder cette gâchette qui, sur le type 14, est dissimulée, mais là, sur une arme beaucoup plus compacte, n'a pas eu d'autre choix que de la laisser apparente. En tout cas, personnellement, je n'y crois pas du tout. Ok. Par contre, c'est aussi une petite capacité au niveau chargeur. On est sur 6 coups. On conserve toujours le 8 mm Nambu, mais on est sur 6 coups, exactement. Ok. Voilà, donc on peut constater la différence. On a eu également quelques modifications entre les modèles, entre les premiers modèles et les modèles tardifs fin de guerre. La première chose qu'on voit, c'est les plaquettes en bois sur cet exemplaire de 1945. On a également une forme différente au niveau de la noix de culasse qui est arrondie à la base sur la quasi-totalité de la production et qui va devenir à angle droit sur les tout derniers modèles. Et là, c'est vrai que c'est pareil, la manipulation, c'est ramener la culasse en arrière. Le chargeur, le bouton de poussoir fonctionne très bien, mais par contre, c'est vrai que le grip c'est un peu assez viril. C'est un peu particulier. C'est pareil, t'as les mains un peu humides, etc. ou pleines d'huile si t'es dans un tank. Faut pouvoir attraper le truc, quoi. C'est vrai que l'arme est aussi assez haute sur la main pour une arme aussi petite. Et la prise de visée est quand même très petite aussi. Donc c'est vrai que la prise de visée par contre et la prise en main, je trouve, du type 14 est très bonne. Mais sur le 94, le type 14 est agréable d'utilisation. Le type 94, c'est vraiment une arme de défense. Je pense qu'on a plus tendance à presque l'utiliser au jugé sur des distances très courtes, à toucher une silhouette, mais pas vraiment à faire du point. Effectivement, la prise de visée est pas du tout intuitive sur cette arme. Et du coup, la production, alors, de ces 94... On est pas loin des 70 000 exemplaires. Donc c'est quand même beaucoup plus faible que sur la production du type 14. La production a démarré vraiment très lentement. L'essentiel de la fabrication a eu lieu durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez par exemple celui-ci, qui porte le numéro 20 800 et quelques. Donc on n'a même pas encore passé le premier tiers de production, mais on est déjà fin 1941. D'accord. C'est-à-dire que les 2 tiers de la production se sont faits vraiment sur l'année 42, 43, 44, 45. Alors c'est vrai que tous les chiffres sont quand même assez faibles au final de production, quoi. Seulement le type 14 aura dépassé la centaine de milliers d'exemplaires. On n'est pas très très loin des 300 000. Pour ce qui est des autres, comme on l'a dit, 60 000 pour les revolvers.
On a 2000 grands-pas, 10 000 papas et 6500 baby, ce qui nous fait même pas 20 000 exemplaires à des premiers modèles. Et 70 000 pour le type 94. Alors est-ce que du coup ce serait le fait que dans l'armée japonaise les armes de poing étaient moins moins prisées ou étaient les gradés, les hauts gradés en tout cas portaient peu d'intérêt aux armes de poing, ça on sait pas trop au final. Mais c'est vrai que les hauts gradés devaient acheter eux-mêmes leurs armes et n'utilisaient pas les armes réglementaires. C'est vraiment des armes qui ont été distribuées aux sous-officiers et aux troupes qui nécessitaient l'emport d'une arme de poing, les équipages de chars, les mitrailleurs, les servants de mitrailleurs, etc. Les officiers gradés devaient acheter leurs armes. Donc on a bien souvent des armes étrangères ou des armes de fabrication japonaise civile, comme le Baby Nambu, mais il y en a eu d'autres qui font pas du tout partie de cette lignée-là et qui auraient pas vraiment d'intérêt à être évoqués sur cette vidéo en tout cas. On a vu que les fusils japonais, les Arisaka, et surtout le type 38, a connu l'export et il y a eu beaucoup de pays qui ont adopté les fusils japonais. Et pour les armes de poing, est-ce que il y a que l'armée japonaise qui a utilisé ces pistolets-là? Non. Le royaume du Siam, au début du XXe siècle, même si on ne connaît pas la date exacte, a commandé une certaine quantité de grands pas et de papas. D'accord. Donc les premiers modèles chambrés en 8 mm, il n'y a pas eu de baby, mais on le sait puisqu'on retrouve de temps à autre certaines de ces armes marquées de poinçons thaïlandais. D'ailleurs, la plupart ont été reconditionnées par la Thaïlande, où elles ont été rebronzées avec un bronzage plus noir. Sur les armes japonaises, on est vraiment sur un bronzage très très bleu. Donc c'est par contre les seules armes japonaises commandées et utilisées par des armées étrangères. Tous les autres modèles n'ont jamais été exportés ni vendus d'aucune manière. Alors dans cette vidéo, on ne fait que présenter les armes et on ne fait pas de tir, il n'y a aucune démonstration de tir. Il y a plusieurs raisons à ça et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on ne tire pas ou quasiment personne ne tire avec des armes japonaises? La première raison, c'est l'exotisme des munitions. C'est d'autant plus valable pour le 7 mm Nambu qui ne se trouve pas en manufacturé. Alors on peut en refabriquer à partir de 30 M1. Encore faut-il trouver le jeu d'outils. Alors le jeu d'outils se trouve aux États-Unis, mais en France, chez nous en Europe, c'est pas du tout le cas. Le 9 mm des types 26, là également, il faut le refabriquer. Mais on va plutôt se concentrer sur le 8 mm Nambu. C'est une munition qu'on peut trouver, qu'on peut recharger puisque les composants se trouvent, même s'ils sont assez chers et quand même assez rares. Voilà, donc le prix et la rareté des composants font que assez peu de monde en Europe, en tout cas, tire du 8 mm Nambu. L'autre raison, c'est que le type 14 souffrait d'un percuteur assez fragile. Alors c'est pas une grosse fragilité, mais ça faisait quand même partie de ses petits défauts. D'ailleurs, tout au long de la production, le percuteur et le guide du percuteur auront subi plusieurs modifications pour tenter vraiment d'optimiser sa solidité et son efficacité. Donc on conseille, et d'ailleurs beaucoup de collectionneurs américains le font, c'est valable aussi pour d'autres armes, si vous voulez tirer avec un type 14, de remplacer votre percuteur, votre ressort par des pièces en reproduction. Mais malheureusement, les pièces en reproduction ne se trouvent pas en France. Il faut vraiment les trouver aux États-Unis. C'est vrai que beaucoup de ces armes ont fini là-bas. Et c'est eux les plus gros utilisateurs aujourd'hui d'armes japonaises. Enfin, les collectionneurs, les tireurs. Et oui, c'est ça, c'est le truc, c'est que si on casse, si on tire avec ce type 14 et qu'on casse le percuteur, faut réussir à trouver le bon modèle de percuteur. Ouais, on a 4 variations de percuteurs qui vont dépendre des époques, du fabricant. Bon, il faut être sûr déjà de ce qu'on cherche, il faut savoir identifier ce qu'on cherche et pouvoir le trouver ensuite. Donc, on va éviter de casser quoi que ce soit, du coup. Ouais, ce sera embêtant. Donc c'est vrai que c'est plus des armes de collection au final, qui sont pour le coup aussi
pas facile à trouver en Europe? Alors, la Chine, qui a capturé quand même pas mal d'armes durant la Seconde Guerre mondiale, a déstocké son surplus dans les années, je dirais 70, 80. Donc, on va trouver de temps en temps en Europe essentiellement des types 14 ou des types 94. Bien souvent, ils proviennent du surplus chinois et ils sont d'ailleurs marqués au stylo électrique par des caractères chinois qui en identifient la provenance. C'est souvent des armes qui ont été remontées, réassemblées. Donc, d'un point de vue collection, quand on est puriste, c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Une arme vraiment typique japonaise, on peut quand même en trouver en France puisque certaines sont parvenues en Indochine et les vétérans d'Indochine ont pu ramener des souvenirs du Japon. Ouais. Mais la plupart, la quasi-totalité se situe vraiment aux États-Unis. Ouais. Et celui-là, le Baby, c'est une vraie rareté en tout cas dans la collection de l'armement japonais. Alors il est souvent considéré comme le Saint Graal du pistolet japonais. D'accord. C'est pas le plus rare puisque le Grand Pas est quand même plus rare que le Baby Nambu. Mais vraiment son caractère assez unique le rend très très intéressant par son calibre, par sa taille et la beauté de la pièce fait que c'est une pièce qui est quand même très 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 plaisante, qui aux États-Unis est très recherchée et très coûteuse. Et la cote aux États-Unis, ce serait quoi? Aux $5,000. $5,000. Il faut savoir que sur les 6500, l'arsenal de Tokyo en a produit 6000, mais les 500 derniers ont été produits par une société privée dont les initiales sont TGE, Tokyo Gas Electric, si on le traduit. Et par contre, ces modèles-là approchent en général les $10,000. Ah oui. On est vraiment sur 500 modèles sur 6500. Mais l'arme n'a aucune différence, si ce n'est le logo du fabricant. Ok. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur l'histoire des armes de poing japonaises. Merci Laurent de nous avoir présenté toutes tes armes. Mais de rien. Certaines sont vraiment très très belles. Le Baby est, je pense, mon préféré. Ouais, je pense que moi aussi. Il est vraiment très très beau. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager, ça aide au référencement des vidéos. Et à très bientôt. Sayonara.